Au Nigeria, les étudiants de l'université de Lagos sont renvoyés à leur domicile. Les cours sont suspendus pour l'heure, raison évoquée, la propagation du coronavirus. L'armée éthiopienne se dit déterminée à préserver l'intégrité du pays. Elle accuse le TPLF de vouloir désintégrer la nation. Ce mouvement rebelle du Tigré a repris le contrôle de plusieurs villes du pays. Et puis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse a été planifié depuis la République dominicaine voisine. C'est ce qu'a affirmé le chef de la police du pays. Il était face à la presse. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le Nigeria, où l'université de Lagos a renvoyé ce jeudi les étudiants à leur domicile. Les cours sont pour l'heure suspendus. La raison évoquée est la propagation du coronavirus. Détail. Avec ses 210 millions d'habitants, le Nigeria officiellement a été moins touché par le coronavirus que ses voisins en Afrique. Depuis le début de la pandémie, il a enregistré quelques 169 000 cas, dont 2125 morts. Ces chiffres sont toutefois sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant très faible. Mais le Centre nigérien de contrôle des maladies, NCDC, a récemment détecté la présence du variant Delta dans le pays, mettant les autorités nationales en état d'alerte face au nombre croissant de cas. L'Université de Lagos a signalé une augmentation du nombre de personnes présentant les symptômes du virus dans son centre médical. Afin d'enrayer la propagation de la COVID-19 sur le campus, la direction de l'université a ordonné à tous les étudiants de quitter la résidence au plus tard le jeudi 15 juillet 2021 à midi, a déclaré l'établissement dans un communiqué. Elle a précisé que les cours seraient dispensés virtuellement à partir du 26 juillet. L'Université de Lagos, fondée en 1962, compte environ 55 000 étudiants. La semaine dernière, le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a exhorté les habitants à respecter les mesures sanitaires tout en mettant en garde contre une troisième vague de la pandémie. Lagos, la tentaculaire capitale économique de 20 millions d'habitants, a été l'épicentre de l'épidémie du virus au Nigeria, représentant près de 36% du total de cas dans le pays. Une troisième vague est observée depuis la mi-mai dans plusieurs pays du continent africain comme le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud. Sur le continent, le nombre de décès liés à la COVID-19 a augmenté de 40% en l'espace d'une semaine, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. À peine 18 millions de personnes sont entièrement vaccinées en Afrique, ce qui représente 1,5% de la population sur le continent. Au Mali, l'ex-président de la transition Ban Dao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane sont toujours en résidence surveillée. Depuis le second coup d'État mené par la junte militaire au pouvoir, c'était le 24 mai dernier. Face à cette situation, leur avocat a menacé le président de la transition, Assimi Goïta, d'aller en justice. Voici les précisions. Toujours en résidence surveillée depuis le second coup d'État mené par la junte militaire au pouvoir le 24 mai dernier, Ban Dao et Mokhtar Ouane viennent d'engager un avocat avec une stratégie très offensive. Maître Mamadou Ismaïla Konaté exige du président de la transition Assimi Goïta qu'il permette à l'ancien président et à l'ancien premier ministre qu'il a renversé de retrouver leur totale liberté de mouvement, sans quoi il passera à l'offensive judiciaire. L'avocat a fait cette demande au colonel Assimi Goïta parce qu'il est celui qui donne les ordres, parce que c'est lui qui a fait arrêter Ban Dao et Mokhtar Ouane et parce que c'est lui qui a le pouvoir de mettre un terme à leur assignation à résidence. La première démarche judiciaire consistera à saisir en urgence la Cour de justice de la CEDEAO en mettant en avant les violations de ces deux personnalités et en mettant personnellement en cause le colonel Goïta, l'État du Mali en responsabilité. Je m'abstiendrai de lancer un ultimatum, mais je suis dans l'attente d'un rendez-vous pour le voir. À défaut, je lui enverrai une correspondance. La semaine qui s'ouvre sera déterminante en tout état de cause, a dit l'avocat. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme demandent également la fin de l'assignation à résidence des deux anciens dirigeants. Pour l'heure, la présidence malienne n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.
La fermeté de l'armée éthiopienne face aux rebelles du Tigré, le général Bachar Debele a déclaré lors d'une conférence de presse que le combat au Tigré est destiné à démontrer que la volonté du TPLF de désintégrer l'Éthiopie n'aboutira pas. Suivons ici un extrait de ses propos. Le combat vise à ce que l'Éthiopie continue à exister en tant que pays pour démontrer que la volonté du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, de désintégrer l'Éthiopie n'aboutira pas. Le gouvernement éthiopien a déclaré le cessez-le-feu, non pas pour que le TPLF ne l'accepte, mais parce que la communauté internationale appelait à un cessez-le-feu. Et le gouvernement éthiopien a estimé que c'était le moment et a pris la décision de décréter le cessez-le-feu au moment opportun. Notre peuple doit comprendre que les affaires militaires ne sont entreprises que par les soldats ou par les militants. Par conséquent, les décisions quant au lieu où nous allons mener une attaque et où nous allons défendre sont prises par nous. La justice de la République démocratique du Congo a revu ce mercredi la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'est ce qu'a donc affirmé son avocat. Il est soupçonné de détournement de fonds publics selon les propos de son conseil. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon est rentré à son domicile sans être accompagné par des policiers. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a décidé mercredi soir de le placer en résidence surveillée, a déclaré maître Lambert Onyemba, son avocat. Dans la journée, l'AFP a consulté un mandat du parquet près la Cour constitutionnelle daté de mardi qui ordonnait que M. Matata soit placé en état d'arrestation provisoire et assigné à résidence à son domicile. Ce dossier est fondamentalement politique. Nous comptons demander sa comparution en homme libre parce qu'il n'y a rien contre lui, avait commenté à l'AFP maître Onyemba. Sa fuite n'est pas à craindre. Pour la suite de l'affaire, il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre, a indiqué un magistrat sous couvert d'anonymat. La justice reproche à l'ancien Premier ministre d'avoir payé plus de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Ce qui est faux, avance son avocat. La zaïrianisation est une mesure d'expropriation sans indemnité d'entrepreneurs étrangers décidée dès 1973 par l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui sénateur, Matata fut ministre des Finances de 2010 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2016 sous le mandat de l'ex-président Joseph Kabila. Les sénateurs congolais s'étaient prononcés contre des poursuites visant M. Matata dans une première affaire. Mais le 5 juillet, 6 membres du bureau du Sénat ont consenti à une demande du procureur près la Cour constitutionnelle de lever l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo. Et on reste toujours en RDC où l'Assemblée nationale a fixé le calendrier de la désignation des membres de la centrale électorale après la promulgation le 3 juillet dernier par Félix Tshisekedi, le président de la République, de la nouvelle loi organique portant organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, une loi qui ne fait pas l'unanimité chez les responsables religieux. Les parties prenantes ont jusqu'au 28 juillet pour déposer les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces afférentes afin de permettre à l'Assemblée nationale de procéder à l'entérinement des animateurs. Mais le processus de désignation des membres n'est pas si simple, surtout pour la composante confession religieuse au sein de laquelle sera issu le futur président de la centrale électorale. Certains parmi les chefs religieux ne sont pas favorables à l'actuelle loi sur la CENI. Ils estiment qu'elle ne parviendra pas à dépolitiser davantage la centrale électorale. Ils auraient souhaité une future CENI composée essentiellement des membres de la société civile et des experts n'ayant pas ou peu d'attache avec les formations politiques. Parmi les religieux, les catholiques et les protestants notamment n'apprécient pas la manière dont le processus est conduit. Le fait, par exemple, que toutes les candidatures doivent être transmises à la Chambre basse et être traitées par une commission paritaire qui a le pouvoir d'écarter certains dossiers, met mal à l'aise les religieux.
L'Assemblée nationale a déjà transmis un projet de calendrier aux confessions religieuses. Ces derniers prévoient de tenir une réunion dans les jours qui viennent pour statuer sur les candidatures reçues. Et le plus grand défi sera de dégager une candidature commune. En Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando armé le 7 juillet dernier a été planifié depuis la République dominicaine voisine. C'est ce qu'a donc affirmé le chef de la police d'Haïti. C'était en conférence de presse. Sur une photo devenue virale sur les réseaux sociaux en Haïti, on peut voir 2 des suspects déjà interpellés par la police haïtienne, ainsi que l'ancien sénateur Joël John Joseph, objet d'un avis de recherche participé côte à côte à une réunion. Selon le directeur général de la police nationale, ces personnes présentes sur ce cliché étaient en train de planifier l'assassinat du président Jovenel Moïse en République dominicaine. Ils s'étaient réunis dans un hôtel à Saint-Domingue. Autour de la table, il y a les auteurs intellectuels, un groupe technique de recrutement et un groupe de financement, a déclaré Léon Charles à la presse. Certains sur la photo ont déjà été appréhendés. C'est le cas du docteur Christian Emmanuel Sanon et de James Solage. Ce dernier a effectué les coordinations avec la firme de sécurité vénézuélienne CTU, basée à Miami, a-t-il ajouté. Le responsable de la firme, Antonio Manuel Entriago Valera, est sur la photo. Il est entré plusieurs fois en Haïti pour planifier l'assassinat. Il y a aussi sur le cliché le responsable de la campagne Worldwide Capital Lending Group, Walter Ventimiglia. Nous sommes en train d'enquêter sur cette entreprise qui aurait collecté des fonds pour financer l'exécution de l'acte criminel, a en outre expliqué Léon Charles. Il y avait un groupe de 4 mercenaires qui étaient déjà présents au pays. Les autres sont entrés le 6 juin. Ils sont passés par la République dominicaine. Nous avons retracé la carte de crédit qui a été utilisée pour acheter les billets d'avion, a avancé le chef de la police. Pour le moment, 3 Colombiens ont été tués et 18 autres appréhendés par la police. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.